Salut l'équipe, dis-moi comment tu traites un futur Hall of Famer et je te dirai qui tu es. Alors pour les Clippers, évidemment, on est sur une franchise de méga losers, mais là, je ne vous apprends rien. Mais en revanche, depuis cette semaine, on peut rajouter que cette franchise est en manque total de classe envers ses légendes. Il manquerait plus qu'ils créent des emplois fictifs pour l'une de leurs superstars. Oh, t'imagines le bordel que ça serait ? On connaît tous ce dicton vomitif à propos de se remettre avec son ex. Mais là, pour le coup, les retrouvailles entre Chris Paul et les Clippers avaient tout du storytelling bien mignon, le genre de petit feel-good movie du mardi après-midi sur M6. Bon, on repassera pour le happy ending, car nous voilà replongés dans un nouveau drama. Apparemment, chez les Clippers, pas besoin de canicule pour se séparer des plus anciens. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Les Clippers vont tanker en espérant un haut tour de draft qui ne leur appartient pas. Kawhi Leonard va nous surprendre et se lancer dans une carrière de stand-upper. Chris Paul va venir signer au Portel pour aider mon ami Kenny Grant dans sa quête de maintien. En tout cas, parmi toutes ces idées de merde, aucune n'est plus idiote que celle de s'être séparé de Chris Paul. Je me fais la réflexion tous les jeudis, il y en a qui sont en train de jouer au basket, il y en a qui sont en train de bosser, et puis t'as un mec comme ça, tranquille, qui boit son café sur une terrasse, on dirait un acteur américain en tournée entre deux scènes qui nous régale beau gosse, affûté, Arthur Sen, bravo dans ce générique. On est jeudi, et le jeudi, c'est le first des shows. Aujourd'hui avec moi, vous l'avez compris, je lui fais un shout-out, un hommage à Arthur Sen, aux côtés de Thomas Dufin, vous l'avez compris, le duo de Métis Soin est de retour dans le canapé. Ça va les amis ? Ça va et toi mon gars ? La pêche ? Bon jus. Bon jus pour démarrer. Et toi, ça va la pêche ? T'as jamais remarqué que dans ce générique, t'es le seul à être un peu comme ça, relax, Est-ce que tu te rappelles pourquoi ? Bah oui, une seule raison. Je m'en souviens. Il peut juste pas venir le matin, quoi. J'avais pas pu me libérer malheureusement. Non, Il est c'est venu, bien, on ça a fait- change un peu. Mais oui, comme ça fait toute une histoire, tu vois. Ça a commencé sur les terrains de basket et ça a fini dans le studio. Et au milieu, on est évidemment en train de tout arracher au resto. Voilà. Bon, très en gros, bien. c'est l'histoire du First Tip. Arthur, tu me disais que c'était un peu compliqué pour Malakoff en ce moment. Ah t'as vu, tu remues le couteau dans Non, la plaie. le départ de Thomas Lerouki, ça a laissé des traces. Ouais, exactement. Entre autres. Dur de remplacer un ancien pro quand même en National 3. Exactement, qui était très référencé, qui me faisait beaucoup d'espace, qui séduit bien à toute l'équipe. Mais j'ai pas de doute qu'on va faire le taf. En tout cas, c'est maintenant, il fait briller l'équipe First Team maintenant dans des tournois 3-3. Ouais, j'ai vu ça. Il va détruire des pauvres jeunes qui ont des ambitions sur 3-3. Et à quel prix, hein ? Et à quel Il prix finit comme Beckenbauer pendant une semaine, il peut plus bouger de son épaule. Ça le va, pauvre. il est sorti de l'hosto, au fait. Il est fini, ouais, c'est bon, de son coma d'ailleurs. On lui a gratté les pieds, puis il s'est réveillé comme ça. Parfait. Bon, c'est Arthur est là. Vous savez qu'à la fin, dans le quiz, il y aura forcément le Kelfax. C'est le seul truc où je brille en ce moment. J'espère quand même pouvoir choper un qui suis-je un peu avant Noël. Ça serait un très joli cadeau. Avant de rentrer dans le sommaire de cette émission, quelques annonces comme d'habitude. Lundi, le Big Monday. Lundi, le NBA Classic Game après la libre antenne, vous le savez. Et cette semaine, Thomas, on s'est fait un kiff avec l'exploit de T-Mac quand il était du côté des Rockets face aux Spurs de Tony Parker et de Tim Duncan. Ils étaient à la rue, les Rockets. Ouais, et là, pas qu'un peu. Hein. T-Mac est sorti de son chapeau. Ouais, absolument, 13 points en 30 secondes. Hein. Très iconique sur les edits TikTok, mais surtout un match de saison régulière. À regarder, c'était déjà il y a 20 ans, et donc pour tous les fans de T-Mac, ouais, c'est dur. Pour tous les fans de T-Mac, eh bien, soyez au rendez-vous, les fans des Spurs aussi, parce que vous allez voir un bon Tony Parker. Donc voilà, un bon match à regarder, un finish exceptionnel. Tu as déjà vu ce match en entier ? Non, j'ai vu évidemment la fin où Popovic détruit Brown. Devin Brown. Qui fait n'importe quoi. Il fait un super match, Ouais. et à la fin, il s'est pris pour un autre. Ouais. Mais non, bah écoutez, à la fin, comme un petit peu tout le monde, mais je suis sûr que ça va être un super match. Eh ben écoute, lundi, 22h, rendez-vous devant ta chaîne YouTube ou ton Twitch pour voir ce match en entier, parce que c'est marrant de voir la construction de ce match-là. Et c'est vrai que les Spurs font tout pour se simplifier la vie. Et puis après, Devin Brown rentre en scène. Autre petite annonce, demain sur la chaîne YouTube Offense, le débat parallèle de la semaine dernière, peut-on critiquer Zidane ? Cette fois-ci,
Certains ont voulu mettre les pieds sur le débat autour de Denzel Washington. Non, c'est pas du tout peut-on critiquer Denzel Washington, c'est Denzel Washington surcoté. Certains ont voulu y mettre les pieds. J'ai du mal à dormir, ça fait 2 C'est semaines. pour ça qu'on a créé cette émission aussi, Thomas. Apparemment. Surtout que Arthur m'a dit qu'il était d'accord. Arthur, Absolument pas. on peut critiquer Denzel. C'est un peu le Denzel de la first team. J'ai eu les comparaisons avec toutes les Ouais. icônes. Moi, je te remercie. T'as Je te remarqué remercie. qu'il n'y a aucun blanc, il n'y a aucun asiatique. Voilà, c'est Erwan, tac. Là, c'est très physique. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, On peut comparer des caractères. Arthur est beau, point. Bah oui, très très beau, c'est pas la question. Donc demain rendez-vous donc sur la chaîne YouTube. Tu vas jamais comparer à Georges Clooney qui est très beau aussi, par exemple. Bah ouais, mais Comme ça de par marche- ça hasard. marche pas. Voilà. Moi, je C'est me- ça ton problème. Moi, je me T'es pas compare. physionomiste? Moi, je me compare à George Clooney plutôt, ou à Brad Pitt, Non. ou à Tiki Olgado. Ouais, en plus. Faut arrêter avec cette rêve de Tiki Olgado. 1, les gens l'ont oublié. 2, c'est vraiment un truc de vieux, quoi. Il y a plein d'autres rêves que tu peux aller chercher de nos vrai. jours. Ah bah, une fois par semaine, Mais Tiki Olgado, au bout d'un moment. je regarde plus la télé. Ah. Je regarde plus du tout la Tant télé. pis, alors. Par contre, j'écoute des podcasts comme vous et on a vu cette semaine que Ben oui. les fameux Spotify Wrapped sont Tout à sortis. fait. On a vu beaucoup de shout-out sur les réseaux. Ouais, Tom. absolument. Alors déjà, merci à tous de nous écouter. Vous savez, dans ces récaps de fin d'année, j'ai vu qu'il y avait les récaps YouTube et les récaps Spotify qui ont commencé. Et on a reçu un nombre de messages incalculables, des stories aussi pour dire à quel point les podcasts First Team sont très présents dans vos vies. Donc merci à tous et puis continuez à nous taguer. On les remettra en story. Enfin, c'est un petit appel pour Jérém. Si on peut en mettre quelques-uns, on vous mettra en avant avec plaisir. Parfait. En tout cas, ouais, merci de nous écouter. C'est vrai que depuis quelques saisons maintenant, on a développé pas mal le podcast et ça marche très fort. Le sommaire de l'émission, comme d'habitude, on va commencer avec des news. Des Français qui brillent, des Français qui se blessent, les Spurs qui gagnent une nouvelle fois et un petit carnet noir aussi avec la disparition d'Elden Campbell. Le débat. On ira sur les Clippers parce que les Clippers font beaucoup parler sur ce début de saison et avec Chris Paul qui a dû se faire éjecter de ce début de saison cata, on reviendra sur l'ensemble de cette franchise où rien ne semble aller. Une palette sur JF parce qu'en l'absence de Victor Wembanyama, c'est lui le meilleur contreur NBA. On reviendra sur ce sens du timing assez incroyable dans la palette avec Thomas. On finira évidemment sur le quiz avec le qui suis-je et donc on espère un Kelfac que je vais remporter. Et j'aimerais bien faire un grand chelem aujourd'hui. Voilà, je Eh ben, on l'annonce. te le souhaite. Hein. Comme chaque fois, je l'annonce. Mais Très bon, bien, très bien, Pour très l'instant, bien. je suis pour l'instant, comme on dit à Marseille, je suis Fanny pour ce quiz de début d'année catastrophique. On est parti. Let's go. Qu'est-ce que t'es beau, Arthur. Incroyable. Ouais, Ouais, allez, les news. Il a envie de On arrive de me gérer. te gérer, voilà. Tu manges avec moi après l'émission. Allez, les news. L'image de la soirée, c'était évidemment la nouvelle victoire des Spurs à l'extérieur. C'était du côté du Magic, 7e victoire en 10 matchs. Et ça s'est joué sur la dernière action. Un bon petit système. Eh Et puis oui. derrière, Luc Cornette, avec ce qu'aurait pu faire Victor Wembanyama, arrivé en second rideau. Un beau contre. C'est un peu l'émission des comptes. Vous allez voir Luc Cornette, la joie derrière de Luc Cornette et des Spurs. C'est des images belles à voir. Il a bien senti le coup là sur Franz Wagner. Luc Cornette contre magnifique. Nouvelle victoire des Spurs donc du côté d'Orlando. On le disait ce lundi, Tom, ça va bien pour les Spurs sans Victor Wembanyama, Arthur. Ouais, exactement. Bah, ça prouve que l'équipe, la franchise travaille bien, que tu dépends pas d'un seul joueur ou d'un système qui est concentré sur un joueur. Donc franchement, ça fait plaisir pour les Spurs. Et puis là, ce qui est intéressant sur cette action, c'est que on a toujours l'habitude de voir des game winners avec des scoreurs qui mettent des tirs stylés et rarement des actions défensives. Et mine de rien, limite, on s'en rappelle plus lorsqu'il y a des contres à la dernière seconde. Donc bravo à eux, ça fait plaisir. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est la joie la communicative des Spurs. C'est rare de célébrer autant un contre. Là, c'est à la fois Luc Cornette, en plus, qui fait un signe un petit peu à la Usain Bolt. Il a pété les plombs carrément, Luc Cornette. Mais derrière, la joie collective des Spurs qui vont chercher une belle victoire à Orlando dans un bon match de basket, très sympa à suivre, l'un des meilleurs matchs de la nuit dernière. Non, franchement, les Spurs vivent très bien sans Victor Wembanyama. Ça promet une belle suite cette saison pour cette équipe. Ouais, Victor Wembanyama qui devrait revenir d'ici une petite semaine. On parie pour le quart de finale le 10 décembre, quart de finale de NBA Cup pour les Spurs. En tout cas, les Spurs sans Victor Wembanyama, on le dit, ça va bien. 4e de la conférence Ouest avec 15 victoires pour 6 défaites. Ex aequo avec Denver. Ex aequo avec Denver, Voilà. exactement. Mais on les met 4e. Bien sûr, non mais le classement les met devant aujourd'hui. Autre belle victoire la nuit dernière, les Milwaukee Bucks se sont imposés à domicile face aux leaders de la conférence Ouest, de la conférence Est, les Detroit Pistons 113-109. Très belle victoire de faire tomber le leader de l'Est, avec notamment, on le voit, un très bon Kevin Porter Jr. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment pu fêter cette victoire, nos amis des Bucks, parce que vous allez le voir sur ces images, Giannis
s'est blessé, Thomas. Ouais, c'est la mauvaise nouvelle. Il se refait une blessure au mollet. C'est exactement ce qui s'était passé déjà en 2024, il y a quelques mois. C'est vraiment le coup de fusil dans le mollet. Hein. Il y a aucun adversaire. C'est pas un coup. C'est juste un muscle qui lâche. Et évidemment, il y a une semaine, on avait discuté des stars qui sont blessés. Il y a Devin Booker aussi qui est out. Le problème avec notre ami Giannis, c'est que c'est déjà sa deuxième blessure cette saison et que ça intervient le même jour où il y a eu des déclarations et des révélations de la part de Shams. Donc, on s'arrête tranquillement là-dessus. Bien sûr, c'est une belle victoire sans Giannis parce que c'est dès la 3e minute. Donc, après échauffement, début de match, tu te pètes. Très mauvais signal, mais surtout à un moment où il aurait demandé son trade en interne. Arthur, avant d'aller sur toute cette rumeur autour des trades qui ont été demandés apparemment cet été, même si ça a été démenti, voir une superstar comme ça se blesser déjà 2 fois sur ce début de saison, c'est inquiétant? Bah ouais, c'est inquiétant. Après, est-ce que c'est surprenant? Non. On voit que dans toutes les équipes, toutes les stars, elles ont eu des blessures récurrentes sur ces 2 dernières années. Après, ce qui est un petit peu plus inquiétant pour Giannis et sur la NBA actuelle, c'est qu'il s'était déjà blessé au mollet sur les playoffs derniers ou sur ceux d'avant. Donc, on sait que c'est pas toujours une bonne nouvelle, notamment lorsqu'on voit toutes les stars qui se sont blessées au tendon d'Achille. On sait qu'il y a une corrélation qui est hyper forte entre les élongations, les déchirures au mollet et ensuite les déchirures au niveau du tendon d'Achille. Un petit cours de physio, le muscle s'insère avec le tendon, notamment sur cette zone-là, le tendon d'Achille. Et donc, là tout de suite, ce à quoi on pense, c'est on a eu Damian Lillard, on a eu Tyrese Haliburton. Là, c'est sa 2e blessure. Il va falloir qu'on fasse attention sur le mollet de Giannis et sur les semaines qui vont suivre. Donc, comme pour Victor, comme Victor, donc c'est précaution à max. Là. On rappelle que Giannis a eu un été où il a dû s'employer énormément avec l'équipe de Grèce. Il a décroché sa première médaille avec son équipe nationale. Et qu'il est très souvent blessé. Hein. Ouais, il a bientôt 31 ans. On peut dire que depuis son titre, depuis 2021, il est injury prone. Alors que c'est l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Du coup, la transition est parfaite. Est-ce que ça peut changer la perception des autres franchises dans un potentiel trade de Giannis Antetokounmpo, puisque c'est l'info qui est sortie cette semaine? On va faire un récap de tout ça. Apparemment, Thomas, Giannis Antetokounmpo aurait demandé son trade cet été. Bon, il n'a pas été entendu, mais voilà ce qu'on sait. On a appris, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, que des mois avant, il a demandé son trade pour aller au Knicks. Hein. Il y avait carrément cette vision côté Giannis pour atterrir au Knicks. Shams, lui, a dit que Giannis et son agent avaient discuté avec les Bucks et que donc le but, c'était de savoir, là, à très court terme, est-ce que Giannis doit rester aux Bucks ou doit partir? Sachant que dans le même temps, vous avez peut-être vu passer cette petite info au Gossip, il a effacé toutes ses photos sur Instagram avec le maillot des Bucks. Il a gardé que les photos du titre 2021 et la photo de la NBA Cup d'année dernière. On est dans le Gossip qu'on adore. On est dans le Gossip qu'on adore, mais moi j'ai vraiment du mal à lire un petit peu cette situation. On sait que Giannis, c'est quand même un gars qui est très respectueux, qui va pas faire des dingueries en termes de déclaration ou autre. Donc là, ça sème un petit peu le doute. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, on sait que la situation actuelle n'arrange personne. Lui, personnellement, il n'est pas dans un effectif où, avec son niveau de jeu, où il peut gagner, où il peut faire quelque chose, même dans la conférence Est, même avec tout ce qu'on peut dire. Et sa franchise, elle n'a aucun intérêt à le garder au vu de la valeur marchande qu'il a pour le moment. Enfin, ils ont intérêt à le garder parce que c'est la star, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe, de la franchise, etc. Mais sportivement, il n'y a aucun intérêt. Giannis, aussi fort qu'il soit, ne peut plus emmener les Bucks dans le haut de la conférence Est. On le voit depuis 3 ans maintenant. On rappelle, les Bucks, ça fait 3 ans, premier tour, à dégager. Giannis n'est pas assez fort pour être tout seul comme ça, amener son équipe de nouveau en finale. Et les Bucks n'ont pas le matos pour lui offrir une équipe pour retrouver les hauteurs de NBA. Donc, tu as raison. Des fois, on dit souvent, il y a des deals gagnant-gagnant. Là, pour moi, le fait qu'Giannis reste aux Bucks, c'est perdant-perdant pour lui et pour la franchise. Ça nous fait penser un petit peu à la situation de Damian Lillard à Portland. C'est-à-dire que c'est un joueur très fidèle, qui est bien dans sa ville. Milwaukee, c'est sa ville. Il y a toute sa famille qui est là-bas. Une franchise qui adore sa star, au point de signer ses frères qui ne jouent pas, quand même, disons-le. Donc, c'est quand même, en termes de cadeaux, tu peux pas faire mieux que ça. Et une impasse sportive, puisque toi, tu veux gagner parce que tu es un des meilleurs joueurs de la ligue. Damian Lillard, c'était la même chose. Et tu as un front office, une franchise qui ne peut pas t'offrir l'équipe et les moyens d'aller loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on essaie d'être intelligent. La réalité aussi, c'est que ce soit pour Portland ou pour Milwaukee, pour avoir des gens dans la salle, vaut mieux avoir Damian Lillard, vaut mieux avoir Giannis Antetokounmpo. Donc, il y a une réflexion business qu'il faut toujours mettre sur la table quand on doit parler des intérêts d'une franchise ou du joueur. Mais c'est intéressant le comparatif avec Damian Lillard, parce que finalement, Damian Lillard, il a fini par partir. Alors, il n'y avait pas de titre, hein. C'est important aussi. C'est très important. Je pense que la donnée titre ou pas de titre, elle change beaucoup de choses dans la narrative. Moi, je ne suis pas tant que ça. C'est que surtout que Damian Lillard, il est parti trop tard.
Oui, ça Pour moi, à c'est un moment vrai donné, aussi. il est parti trop tard. Il y a 2 ans, peut-être en trop, Voilà, tu veux 2 dire. ans en Ouais. trop pour moi du côté de Portland. Et là, j'ai peur que pour Yanis, ça soit pareil, qu'il parte finalement trop tard. 31 ans dans quelques mois, là, Ouais, quelques semaines. Et puis là, regarde sa dernière blessure, ça renforce encore un peu plus l'image de injury prone. Et moi, demain, je suis en négociation avec Milwaukee pour pouvoir faire bouger mes tours de draft, mes stars, mes joueurs qui sont un petit peu moyens. Bah tout de suite, tu as le rapport de force qui est un petit peu plus en ton avantage lorsque ton joueur a tendance à se blesser, notamment sur sa zone-là, comme je l'ai dit. En tout cas, pour Doc Rivers, lui, il a coupé court à ses rumeurs. Il a dit Yanis n'a jamais demandé à être trade, jamais. Je ne peux pas être plus clair. Je vais à la source, je parle à la source tous les jours. Il aime Milwaukee, il aime les Bucks. Alors, Mais c'est pas incompatible, en fait, avec ce qu'on dit. Hein. Il peut aimer la ville, aimer la franchise, et avoir une réflexion intelligente en disant, il faut que je parte, quoi, en fait. Là, il dit surtout qu'il a jamais demandé de trade. Moi, Oui, c'est de la communication. Moi, là. cet été, j'ai été très surpris de voir Yanis rester aux Bucks. Hein. C'était pour moi le move qui allait se passer. Ouais. Même quand on anticipait potentiellement les émissions autour de ce trade-là, on disait on va avoir une émission autour de Yanis qui bouge. Mais parce qu'il est très loyal. Vraiment, c'est un gars fidèle et loyal. C'est aussi pour ça. Je pense qu'il va aller au bout de l'histoire. Nous, notre perception, c'est qu'il est déjà au bout de l'histoire parce que son but, c'est de retourner en finale NBA et à Milwaukee avec les derniers choix terribles. Hein, le départ de Jrue Holiday, l'arrivée de Damian Lillard, le buyout, le choix de Kyle Kuzma à la place de Chris Middleton pour des raisons qu'on pouvait comprendre, mais qui n'a pas du tout marché. Miles Turner qui arrive, aussi bon soit-il, il n'est pas assez fort pour que l'équipe progresse. Donc là, ils sont quand même à un moment donné où la structure de l'équipe fait que soit tu peux pas monter d'énormes trades pour amener une autre star et des petites pièces autour. Donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu trades. Moi, vraiment, je le dis encore. Non, tu trades de Yanis, tu parles. Oui, Yanis. Oui, tu trades- mais moi, tu peux te poser la question En jusqu'au bout. 2013, tu vas drafter un mec que peu de gens connaissent, qui arrive de Pro B grec. Il fait 12 ans dans ta franchise. Il devient double MVP, meilleur défenseur, MIP. Il t'offre un titre. Au bout d'un moment, on a le droit de se dire merci pour tout. C'était génial. On a optimisé au maximum les choses. Après, au bout d'un moment, t'as un GM aussi qui doit assurer son taf, qui a une sacrée pression. Et demain, tu peux pas le brader. Il faut voir en l'état qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer. C'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut avoir, on est là pour ça. Qu'est-ce que vaut aujourd'hui Yanis sur le marché? Ça, c'est une vraie bonne discussion. Le max du max. Voilà, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que tout, vraiment les étoiles. Et exactement, mais c'est quand même un process et je pense que c'est un sacré travail. Là, tout de suite dire il faut trader Yanis, ouais, ok, mais et c'est pas des trucs que tu fais en cours de saison. Moi, je vous le dis, Yanis, pour moi, dans ma vision, c'est un joueur qui est trop fort. Ce qui s'est passé avec Lucas l'année dernière. Mais comment ça s'est pas passé cet été alors? Et parce que peut-être qu'en face, il y avait rien d'intéressant. Moi, je pense que c'est ça. Mais oui. Regarde, l'année prochaine, le cap, il y a énormément d'équipes qui vont avoir du cash à dépenser. Ça va débloquer énormément de situations. Et moi, je pense que le marché, il est un petit peu bloqué actuellement et que c'est pas si simple. On pense que Yanis va finir la saison du côté des Bucks? J'en sais rien, franchement, c'est impossible. C'est possible, je sais pas. Tout est possible. Ouais, franchement, s'il est trade avant la trade deadline en février, on va pas dire qu'on va jouer. On est hyper surpris. Maintenant, s'il va jusqu'au bout de la saison, même avec l'équipe actuelle, voilà, c'est un peu la même chose. C'est une trop grosse star pour qu'elle soit transférée parce qu'il y a tellement de. Tu vois, les choix draft, les joueurs en face. Et oh la vache. Ouais, ton micro, il a un petit coup de mou. Hein. On dirait moi hier soir, la vache. Petit peu. Oh non. Oh, pauvre madame. Et bon, pourquoi? Elle a fait son job, tu le gars. Bref, voilà. Yanis Antetokounmpo, bon joueur. Yanis blessé, donc on enchaîne avec la liste des blessés qui s'est encore alourdie hier soir, ou même c'est un petit peu plus tôt dans la semaine. C'est Zion Williamson. Oh, surprise! Donc touché aux adducteurs droits qui sera absent au minimum 3 semaines. C'est encore là aussi la deuxième blessure de la saison pour lui. Blessure donc aux ischios. C'est relou en fait. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on rajoute? Bah, qu'on est déçu. Je suis déçu. Vous savez que quand on fait nos émissions et tout, nous on a envie de parler de jeu, on a envie de parler de mecs qui sont bons, des bonnes perfs, des mauvaises perfs, des bonnes équipes. Là, de parler des blessures, parler d'un gars avec autant d'attentes que Zion Williamson qui est encore une fois à l'infirmerie, franchement c'est juste relou et ça doit être très dur d'être fan de Zion ou fan des Pelicans. J'ai une petite pensée pour ces gens-là qui doivent énormément souffrir. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de fans des Pelicans. Ils sont 7 en France. Les wagons du train Zion, ils doivent être bien vides. Hein. Je me pose vraiment la question. Mais moi, les gars, les NBA First Team, les NBA Teams de fin d'année, il va avoir des sacrées surprises. Parce qu'avec le nombre de blessés qu'il y a là, qui vont rater les 15 matchs, ça va être abusé. Franchement, tant que Ryan Rollins y est. J'ai hâte de voir. Non, mais je pense qu'en Third Team, il va avoir des têtes bizarres.
Arthur Sen. Ouais. Allons-y. On va continuer avec les blessés tricolores d'ailleurs, c'est Bilal Koulibaly et Noah Essengue. Alors pour Bilal Koulibaly, c'est une blessure, je me décale un peu. Aux obliques, où il a déjà manqué 8 matchs qui devraient le faire revenir au courant du mois de décembre. J'ai même vu presque 2026, hein. Ça c'est très optimiste. Hein. Bon. Alors nous on est toujours plutôt côté optimiste. Bien sûr, pour Noah Essengue, là pour le coup il n'y a pas d'optimisme à avoir, c'est fin de saison pour lui, il va se faire opérer de l'épaule. Bon, on savait que de toute façon que c'était un temps de jeu très réduit. Moi, ma tech, c'était qu'il allait très peu, voire pas jouer du coup avec les Bulls, plus faire de la jig. Là, ça sera carrément une opération. Ouais, écoute, opération de l'épaule, ça c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps, surtout quand on joue au basket. Hein, ça peut servir une épaule, demandez à Thomas Larokis. Il y a de la déception parce que c'est un haut choix de draft, c'est un projet, on sait que c'est sur le long terme. Noah en NBA, il a joué 2 matchs, il a pas marqué, il a joué 5 minutes. Voilà, c'est une saison d'apprentissage à la vie américaine et du système NBA au sens global. Mais d'un point de vue basket, cette première année... C'est une année blanche. C'est une année blanche. C'est une année blanche, t'as raison. C'est clairement une année blanche et il est drafté 12. On lui a pas fait confiance jusqu'à présent. La NBA, on s'aperçoit au fur et à mesure des années que ça va tellement vite. J'espère que la franchise va pas vite l'oublier. À chaque fois, les gens sont hyper positifs. Oui, c'est notre gars et tout. Franchement, si l'année prochaine, il est pas convaincant et que les Bulls sont des hauts choix de draft, il y a moyen qu'il puisse passer à la trappe, ce que je n'espère pas. La question qu'on avait de se poser avec Noah Essengue, c'est pas du tout son talent à remettre en question. On sait que c'est un vrai diamant. Maintenant, c'est ce qu'il était prêt physiquement à jouer dans la ligue, à être drafté 12e. Après, non, parce qu'il est blessé. Sportivement parlant, alors après, on connaît les enjeux financiers, mais c'est vrai que quand on le voit, quand on voit l'intensité NBA, les corps NBA, même si on n'est plus sur des mecs bodybuildés des années 90, ça reste quand même des adultes en place physiquement. On voit Noah Essengue, pour moi, quand je le vois, je me dis, ah ouais, il était pas prêt. Alors je dis pas qu'il va jamais l'être, je crois même qu'il va pouvoir l'être, mais t'as raison. Quand tu rates une première saison rookie, une deuxième, après, on peut vite t'oublier. Ça va vite, même quand t'as un contrat garanti, t'as raison. Non, je suis d'accord, c'est vrai qu'il est très filiforme. Alors oui, c'est la mode sur ces dernières années, mais on l'avait même vu en Summer League, il se faisait secouer, je parle pas que du dunk qui s'était pris, mais il se faisait un petit peu secouer. Après, il avait été quand même très convaincant avec l'équipe de G-League, là, les Windy, donc ça nous laisse quand même des belles perspectives. Voilà, après la NBA, ça va vite. Il n'y a que 450 joueurs qui ont un contrat, à voir ce que ça va donner. Mais soigne-toi bien, mon grand, soigne-toi bien. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Et puis, mine de rien, même lorsque tu es sur le côté comme ça, tu emmagasines quand même un petit peu d'expérience. Il y a des choses que tu apprends et tu reviens plus fort. Après, je peux pas m'empêcher de croire que les Bulls l'ont drafté, sachant que c'est un projet sur 2-3 ans minimum pour le développer. Mais ils l'ont dit d'ailleurs. Moi, je suis pas inquiet aujourd'hui. Je fais juste un constat de me dire, un gamin comme ça que tu draftes 12e, en fait, tu sais qu'il va pas pouvoir jouer. Je crois que si nous, on l'a vu, les Bulls devaient le savoir. Donc, je crois qu'il y a quand même une vision un petit peu plus à moyen terme autour de Noah Essengue. En fait, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a les JM, ils bougent. Ça se trouve, il a été drafté par une équipe. Regarde, on prend Tidjane Salin que j'adore, qui fait kiffer à Cholet. Qui a mis 13 points hier soir. Qui a mis 13 points. Mais ce que je veux dire, c'est que il a été drafté 6 l'année dernière. Le JM l'a adoré. On se rappelle quand il a raccroché, il a dit je kiffe ce gars et tout. Cette année, il joue pas énormément. Il fait beaucoup d'allers-retours. Ça va vite. Charlotte risque d'avoir des hauts choix de draft sur encore les prochaines années. Ils ont vite fait de se dire on passe à autre chose. Et aujourd'hui. Con Knuppel qui arrive. Ouais, exactement, qui taffe, qui est dans la course pour être rookie de l'année. Qui est sur à peu près le même poste. Et exactement. Et en fait, aujourd'hui, nous, en tant que Français, on a toujours eu l'habitude d'avoir un gros focus sur les joueurs français parce qu'il y avait très peu de joueurs. C'était souvent des très forts talents. Mais aujourd'hui, il y en a tellement que, en fait, ils ont le même destin que plein d'Américains qui sont draftés dans le top 5, dans le top 10 et qui, au bout de 1 an, on s'en rappelle plus. Et lorsqu'on regarde la draft 2017, on disait, ah, t'as vu, il y a ce joueur-là, il a été drafté loterie et on sait même plus qui c'est. Donc, j'espère que ça va pas arriver. Écoute, on espère en tout cas revoir que ça soit Bilal Koulibaly, donc peut-être mi-décembre pour les optimistes, début 2026. Bilal, c'est vrai qu'enchaîne quand même aussi, et Tom, on peut en dire un mot, pas mal de blessures depuis son année rookie. Sur ces 2 saisons, il a pas fini chaque fois une année entière. Et là, il se reblesse une nouvelle fois. Bah oui, c'est décevant en fait. C'est décevant parce que Bilal a besoin de jouer, il a besoin de prendre de la confiance. Et quand tu te pètes, en fait, c'est comme si tu repartais à chaque fois à 0. Et il faut refaire l'effort mental de allez, je me soigne, je fais l'effort de me réathlétiser, je me réinsère dans le collectif, etc. Et tu perds du temps. Ils ont confiance en lui. Chaque fois qu'il revient, il est dans le 5 majeur. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il est apprécié. Il est très apprécié. Maintenant, voilà, ça fait c'est la 3e saison et t'as raison, il est très souvent blessé, Bilal, malheureusement.
Écoute, on leur souhaite en tout cas à tous le meilleur et de revenir rapidement sur les parquets. Une petite retraite, l'annonce de Danilo Gallinari, la génération 88, 14 saisons en NBA. On se souvient de son début de carrière avec les Knicks, lui qui avait été impliqué dans le grand trade avec Carmelo Anthony. Il avait ensuite atterri du côté des Nuggets, on l'a vu aux Clippers. Voilà, un poste 3, devenu 4, shooter, un talent incroyable. Et puis surtout, cette comparaison depuis qu'il était tout jeune avec Nicolas Batum. Surtout, voilà, on va se poser la question. On adore ça. Meilleure carrière, Gallinari ou Nicolas Batum? Ce sera à Nico de répondre. Oui, il nous a déjà répondu. Hein. C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bête de joueur de basket. Grand, shooter, scoreur exceptionnel. Bon, un seul titre à son actif l'année dernière à Porto Rico, il est MVP des finales. Donc, ça vous montre à quel point le basket de très haut niveau, la compétition est féroce. T'as beau être l'un des meilleurs joueurs européens de ta génération, tu gagnes rien parce que t'es en sélection italienne et qu'en NBA, t'es jamais dans les projets qui vont très très loin en play-off. C'est une bête de carrière pour un gars, lui aussi, qui a été très très souvent blessé, on peut imaginer que s'il avait eu un corps plus solide, il aurait pu faire partie de meilleures épopées de play-off. Arthur, on a adoré Gallinari. Ouais, et je me suis repenché sur ses stats quand il a pris sa retraite. Franchement, il a fait des bêtes de saison. 19 points et demi et tout. Et tu sais, dans mon inconscient, même 14 points et demi de moyenne sur une carrière, c'est énorme sur une carrière 14 aussi. Saisons, ouais. Sur 14 saisons, c'est énorme. Et tu vois, je savais qu'il avait taffé. C'était un super joueur, pas besoin de revenir dessus. Mais je pensais pas qu'il était monté aussi haut en termes de moyenne statistique. Ouais, on aime beaucoup Gallinari. On salue donc sa carrière et on attendra d'avoir Nico Batum au téléphone ou en plateau pour revenir sur ce grand débat des deux meilleurs joueurs de 88. Moi, les gars, Batum 100 fois devant. Oui, en NBA ou au global? Parce qu'au global, les deux. Alors, au global, il n'y a rien à dire. Et en NBA. Il y a toujours ce truc de Gallinari qui est meilleur scoreur. Après, le meilleur défenseur. Voilà, et après, ils sont tous les deux pas champions. C'est surtout la question qu'on pose parce que on sait que ça le pique un peu, Nico. Les deux n'ont pas joué de finale NBA. Tu vois aussi, il y a ces petits trucs. Pour l'instant, parce que Nico avec les Climats, pardon, je rigole. On en parle dans le débat. Avant d'aller dans le débat, on va ouvrir malheureusement encore une fois le carnet noir avec, on a appris cette semaine le décès d'Elden Campbell, l'ancien pivot des Lakers, avec la rareté d'avoir joué plus de 1000 matchs en NBA, 15 saisons. Ça avait commencé du côté des Lakers. Il était le backup notamment de Vlade Divac, champion avec Détroit en 2004. Il est parti très jeune, il avait même pas 60 ans. Ouais, 57 balais. C'est triste. C'est un gars, nous qui nous reste, un bon gars de qui suis-je, on va dire. Voilà, un gars qu'on a vu avec les Lakers en finale face à Jordan et avec Magic. Il est dans l'équipe. Il est champion en fin d'année, en toute fin de carrière, avec Détroit face à son équipe favorite que sont les Lakers. Il est bon aussi avec les Hornets fin 90. C'est les pivots, les vrais bons pivots de NBA, bons défenseurs, des petites mains et une très très longue carrière, mine de rien, pour ce type de gars-là. Donc non, franchement, on a appris ça. Oui, ça te met toujours un petit coup, toujours. 57 ans, ça coupe les jambes. La vie est longue encore après. Ouais. Écoute, voilà, en tout cas, toutes nos condoléances aux proches et à la famille d'Elden Campbell. Allez, on va pouvoir aller dans le débat et Dieu sait qu'on a des choses à dire. On n'est pas content cette semaine. On va encore sortir la sulfateuse parce qu'on va parler des Clippers. C'est la news de la semaine. Chris Paul a été coupé ou écarté plus ou moins par les Clippers parce qu'officiellement, il n'est pas coupé. On sait qu'il pourrait le garder jusqu'au 10 décembre. 15 décembre pour ça et qu'il pourrait potentiellement faire partie d'un trade. Donc vraiment, le disrespect. On n'a rien compris, quoi, en gros. Et total, avant d'ouvrir le grand chapitre et les choix dramatiques que font cette franchise depuis quelques temps, notamment cet été. Comment vous avez pris d'abord, Arthur, cette info-là qui est tombée comme ça sur Instagram? On a vu la story de Chris Paul, boum, c'est terminé. Franchement, archi surprenant, je vais pas te mentir. Par contre, je trouve qu'il y a un peu un consensus sur le fait que ça soit un manque de respect envers la star. Il a joué 6 ans et porté les Clippers avec Lob City, etc. Mais les discours qu'on a eu par la suite, sachant que ça se passait pas très bien, qu'il était archi exigeant, etc. Franchement, Chris Paul, il est un peu coutumier du fait. Moi, ça m'étonne pas. Je dis pas qu'il a foutu la merde délibérément, mais on sait qu'il a un caractère particulier et je sais que ça peut être très compliqué lorsque tu as un mec comme ça qui s'inscrit en faux par rapport à la dynamique de l'équipe, par rapport à plein de choses. Ça peut être assez perturbant et d'un point de vue managérial, même si le gars, toute star, toute légende qu'il est de ta franchise, je peux comprendre, je dis pas que c'était la bonne chose à faire, mais je peux comprendre que tu puisses t'en séparer. Moi, c'est intéressant ce que tu dis dans le fond. Moi, je reste d'abord sur la surface. C'est une faute de goût, c'est une catastrophe, parce que tu sais que quand tu re-signes Chris Paul et qu'il annonce sa dernière saison, en fait, quel que soit son comportement, qui d'après moi... non. Sauf s'il s'est battu avec Tyronn Lue,
Sauf s'il y a un truc grave, genre Rabiot, Jonathan Rowe, tu vois, un truc... il s'est passé un truc très grave, on coupe les mecs. Ok, là, tu le prends, tu connais son caractère, tout le monde connaît son caractère, son envie de gagner, son envie aussi d'être omnipotent dans la vie du collectif, ça c'est la réalité. Ben, tu peux pas, 1 mois et demi plus tard, dire « Ah bah on le cut parce que justement il a un trop gros caractère ». Tu le connais le mec. C'est là où je rejoins Thomas à Tutur, c'est que, et je te trouve très beau d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai. Surtout en podcast. Quand tu signes Chris Paul à 40 piges, alors que tu l'as déjà eu en plus dans les couloirs, tu sais très bien pourquoi tu vas le faire signer. Tu vas pas le faire signer pour que ce soit un backup saignant derrière James Harden avec des responsabilités. Et là, tu vas être déçu. En fait, tu sais qu'en signant Chris Paul, tu sais le personnage que ça va être. Tu sais que dans les vestiaires, il va avoir un vrai rôle. Tu sais que toi, en tant que coach, quand tu es Tyronn Lue, ben forcément, il va vouloir venir te siffler dans les oreilles à te dire « on pourrait peut-être jouer comme ci, on pourrait peut-être mettre la balle là ». Et puis surtout, quand tu as des résultats et que tu joues aussi mal que jouent les Clippers, mais évidemment qu'un mec comme Chris Paul, il va pas rester assis dans son coin à parler. Donc en fait, je vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Tyronn Lue d'ailleurs l'a confirmé en conférence de presse. Il a dit je n'aime pas ça, ça n'a pas tout simplement fonctionné comme nous l'avions prévu, ça ne fitait pas. Mais en fait, la vraie question que j'ai envie de poser, et on n'aura certainement pas les réponses, on va que spéculer, c'est pourquoi tu signes Chris Paul alors cet été ? Mais moi, je pense qu'ils avaient toutes les attentes que tu as énumérées, mais peut-être que l'attitude a été bien au-delà du simple fait qu'il puisse se manifester, qu'il puisse être un peu dur avec les gars aux entraînements, qu'il puisse remettre en question certaines choses. Ça se trouve, il est allé très loin. Et c'est pour ça que moi, j'attends juste de voir. Mais je te dis juste que d'un point de vue managérial, si t'as un gars qui cristallise beaucoup trop de tension, toute star qu'il est, il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est juste ça que je te dis. Faire n'importe quoi, je sais pas s'il a fait n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que quand t'es coach et qu'à un moment donné, il y a un joueur, un vétéran qui donne son avis sur le jeu, ou en fait tu t'en sers et ça devient presque un assistant avec qui t'échanges et tu trouves des solutions, soit ça devient un mec qui sape ton autorité et là ça devient ingérable. L'avantage c'est qu'on a des infos là-dessus. Voilà, là je te rejoins là-dessus. On a des infos là-dessus. On a eu quelques infos. Non mais Shams hier, il a quand même envoyé des tweets, les gars, qui nous permettent de nous projeter sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. À partir du moment où t'as Chris Paul et Tyronn Lue, donc des mecs qui ont joué l'un contre l'autre, qui se connaissent depuis toujours, on connaît les deux caractères, l'ego des uns et des autres, l'importance de l'un et de l'autre. Si les mecs ne se parlent plus depuis des semaines, mais comment on en est arrivé à cette situation-là ? Peut-être la faute de Chris Paul, il allait trop loin, il a trop pris la parole, on peut en discuter. T'as quand même un coach qui est quand même censé être le boss. Tu prends Chris Paul, ils ont une discussion d'hommes, voilà, on en fait parfois beaucoup avec ça, mais t'as une vraie discussion. Là, j'ai l'impression que on se parle plus, donc du coup, j'arrive pas à gérer la situation de la part de Tyronn Lue, on coupe. Très bon signal à envoyer à ton équipe qui va mal. Alors hier, ils ont gagné, on en discutera après. Ils ont eu une belle réaction d'orgueil contre des Hawks décimés. Mais le signal... Ils ont failli rappeler Dominique Wilkins pour jouer, gros. Il leur a mis 47. Ah ouais. Mais le signal, c'est... En fait, j'ai plus la main sur rien du tout de la part de Tyronn Lue. Et regarde cette déclat. Parce que moi, je veux bien, quand t'es Chris Paul, que t'as le vécu que tu as, avec le caractère que t'as, quand un coach, finalement, dit ça dans un vestiaire, évidemment que toi, t'as envie d'intervenir quand tu aimes le basket et que tu veux bien jouer. Regardez ce qu'il a dit, Tyronn Lue. Je vais retrouver cette déclat. Au cours des 5 dernières années, j'ai souvent réussi à trouver la solution. Mais cette année... c'est difficile. Avec les blessures de Kawhi, Bill, Jones Jr., ça nous a mis au fond du trou, il n'arrive pas à s'en sortir. Sacré aveu de faiblesse quand même. Ah bah ouais. Merci. Allô, merci. Bon, c'est fini. Là, comme tu le disais, il y a énormément d'ego dans cette histoire et il y a tout ça. Il y a que de l'ego. Ça fait partie du sport de niveau. Qui plus est lorsque tu es avec des légendes du jeu comme ça. Tyronn Lue, on sait que il a pas un melon ou autre. Moi, je trouve que c'est un bonhomme. Tyronn Lue, je trouve que c'est un bonhomme et ça m'étonne qu'il n'ait pas réussi à se sortir de cette situation. Donc moi, je pense j'espère qu'on va apprendre des choses. Ça se trouve, ça restera dans le secret du vestiaire, dans le secret de ces mecs-là. Mais je trouve que c'est quand même particulier qu'il n'ait pas réussi à discuter. Donc, il doit avoir un sacré point de blocage. Moi, je le disais dans une émission qu'on avait faite sur les Clippers un lundi soir, Tyronn Lue, comme tous les coachs au monde, il y a de l'usure. Tout le monde n'est pas Greg Popovich, il a resté 25 piges dans la même franchise. À une autre époque en plus. Je crois qu'il y a peut-être aussi, je remets pas en cause le fait que Tyronn Lue soit un vrai bon manager, un coach qui peut avoir des idées. On l'a vu notamment avec les Clippers. Il voulait d'ailleurs une équipe à lui sur laquelle il allait pouvoir bosser. On se souvient qu'il avait refusé les Lakers pour retrouver LeBron James notamment. Maintenant, je trouve qu'il y a une usure parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Et chaque fois que tu perds en play-off, alors que tu te vois peut-être un peu plus aller plus loin, bah ça te met des coups derrière la tête. Pour moi, le premier tour des playoffs l'année dernière a cassé quelque chose, a commencé par Tyronn Lue, et peut-être qu'il est revenu, même s'il essaie de se faire croire l'inverse, qu'il est revenu sans idée, sans jus, et que peut-être il est usé d'être le coach des Clippers. Ce qui est dingue, c'est qu'il a prolongé 5 ans, 70 millions de dollars l'été dernier. Donc, après, ils font n'importe quoi, les Clippers. Hein. Les Clippers sont une politique de la confiance et de la fidélité qui est à toute épreuve.
Hein, donc, si t'es là, que t'es bien LA, on sort le chéquier. Après, il s'est passé beaucoup d'événements ces derniers temps qui vont dans la théorie de toute manière, c'est une franchise de naze. C'est une franchise de la loose. Il y a un enchaînement de mauvaises décisions qui amènent à une équipe, là, début décembre 2025, qui est pas compétitive alors que t'as des gros salaires, qui ne fait que de marcher, où il y a que des vieux, où la perspective d'aller loin en play-off, au vu de la masse salariale, c'est d'aller en finale de conférence, au moins d'y retourner une deuxième fois dans l'histoire de la franchise. C'est la perspective la plus lointaine de la réalité du terrain aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que cet été, et là on va élargir un petit peu dans les bureaux des Clippers, parce qu'on s'interroge sur Tyronn Lue, on le pointe un petit peu du doigt, et lui-même avec ses déclats nous donne du grain à moudre, mais au-dessus de lui, il y a un GM qui s'appelle Lawrence Frank. Lawrence Frank, très connu, l'ancien coach des Nets, notamment, très bon GM reconnu, passé par les Pistons. Jason Kidd va avec lui, c'était lui, non, c'était lui, hein, oui, je suis pas fou. Hein. Exactement. Ah, oui. Mais j'ai un doute. Mais Lawrence Frank, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est dans les bureaux, et quand même, il a enchaîné pas mal de choix de merde, notamment cet été, le fait de laisser partir Norman Powell pour aller chercher Bradley Beal, moins cher certes, mais avec quand même beaucoup moins de garanties, surtout que Norman Powell t'avait montré qu'il était bien ici, parce que tu disais à Los Angeles, aux Clippers, quand t'es bien, ils sortent le chéquier. Ouais, mais ou alors ils te laissent partir, comme Norman Powell. Ils n'avaient pas énormément de marge pour pouvoir re-signer Norman Powell. Je me dis, tu laisses partir un mec comme Norman Powell, qui était bien installé, qui t'a fait, tu laisses partir ce mec-là, quand tu vois la saison qu'il fait à Miami, pour faire venir Bradley Beal qui se blesse, et on savait que ça allait se passer comme ça, t'as de quoi aussi te dire, attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut? Non, mais ça, c'est une décision parmi les décisions. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, ça a commencé un peu plus tôt. Re-signer Kawhi Leonard sans le dire à personne. Laisser partir Paul George pour absolument rien. On peut penser ce qu'on veut du duo. C'était ton duo de base, tu laisses partir Paul George for free. Ça, c'est interdit. L'arrivée de James Harden, qui est excellent individuellement, mais qui, malheureusement... ne diffuse pas collectivement. Mais retombe dans ses travers à chaque fois, ça devient important. Match 7 l'année dernière, il est minable. Il est minable alors que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Norman Powell, tu le vois s'éclater, il revient contre les Clippers, il est détruit. Il a 25 points de moyenne en Floride, le mec. Tu prends Bradley Beal, il se pète. Alors là, on peut sortir, encore une fois, le carnet de l'infirmerie. Ils sont tous pétés, les mecs. Ils sont tous blessés. Kawhi Leonard, pas mauvais Kawhi Leonard. Très bon Quand il joue. Quel est son impact sur les matchs? Brook Lopez, sorti de la rotation. Là, il est même plus dans la rotation. John Collins, il est venu pour jouer, franchement, c'est même pas les sous-fifs. Franchement, John Collins le prend pas. Si tu veux le faire jouer comme ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a un enchaînement. Bogdanovic, qui joue pas. Bogdanovic. Oh là, on adore Bogdan, c'est la famille. Ouais. Hein. Oh, il est arrivé aux Clippers. Waouh, c'est le pire visage qu'on puisse imaginer pour lui. Non, c'est sûr. À leur décharge, je pense que contractuellement, c'était compliqué de garder Norman Powell ou de lui donner le contrat qu'il voulait. Donc voilà, mais c'est juste que, comme tu le dis, la gestion globale de cet été. J'aurais pu lui faire un petit contrat à côté là pour faire semblant qu'il travaille. C'est vrai, j'aurais même pas cité ça. T'as raison. C'est vrai. Ouais, on en est pas revenu. Ça se fait. Mais une petite start-up au calme. Bah oui. Mais c'est que les gars, ils sont tous 35 ans en fait. Je regardais les stats de Batum. Voilà. Ils jouent énormément. Oui, et honnêtement, Batum, c'est que je le kiffe et tout, mais franchement, il peut pas jouer 25 ou 30 minutes. Non. C'est pas aujourd'hui, pour une équipe compétitive, il doit apporter son expérience sur les matchs de playoffs, ce qu'on a pu le voir à Philadelphie les dernières années ou autres, mais avoir de l'impact. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. L'équipe est beaucoup trop vieille. Et là où moi je suis inquiet, c'est lorsque tu regardes un petit peu les fusibles pour qu'ils puissent se renforcer, avoir des gars plus jeunes, des gars plus athlétiques. Il y a pas grand chose à faire. Mais bouger. Il y a pas grand chose. Revenons sur cette équipe vieille. C'est clairement le mot. Il y a les Warriors et les Clippers. Voilà, c'est l'équipe la plus. Ouais, mais les Warriors, ils ont un autre vécu pour le coup. Oui, c'est vrai. Donc on peut leur dire, allez, vous faites une dernière danse. Il y a des blessés. C'est vrai. On vous pardonne tout avec ce que vous avez gagné. Bien sûr. Eux, ils ont rien gagné. Comment aujourd'hui t'es Lawrence Frank et tu te dis, qui a gagné l'année dernière en NBA? Ok, si, la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire. Ça court, ça défend en profondeur. C'est clair. Moi, je vais les contrer avec une équipe de vieux. Attends, qui est allé en finale? Une équipe demi-terrain, tu sais, dure et âpre, avec beaucoup d'expérience. Non, les Pacers, ils courent comme ça. À quel moment, avec ce qui se passe en NBA, l'évolution de ce jeu, les équipes qui performent, les équipes qui surprennent, Indiana, les équipes qui dominent, OKC, tu te dis, non, moi je vais aller prendre des Oriens. Ouais, mais c'est un mauvais choix. Ça, c'est quand même une mauvais vision. Calcul. C'est quand même une vision. Et on sait que Steve Ballmer était un passionné. On le voit, il a fait beaucoup de choses, mine de rien, pour ses Clippers. Il a remis de l'ordre, il leur a remis une belle image derrière Donald Sterling, qui était une catastrophe. Une nouvelle salle magnifique dans laquelle on doit vivre des choses. Moi, j'y suis allé dans cette salle et j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller ensemble. Franchement, c'est un délire. Mais là, notre ami Steve Ballmer. Lawrence Frank. Steve Ballmer, il faut qu'à un moment donné, il mette un peu le nez là-dedans et qu'il arrête. J'ai l'impression qu'il y a des mecs en place, t'as raison, la loyauté, la confiance, les cartes blanches qu'ils donnent à des gens qui sont en train d'en faire un peu n'importe quoi, qui sont dans un confort qui est pas normal dans une équipe de haut niveau. Et il y a un truc qu'on a appris via 2-3 textos, c'est qu'il y a, dans les franchises, vous savez, des visions, des cultures
et des hommes pour instaurer ses visions et ses cultures. Et l'un des plus grands bâtisseurs de l'histoire de la NBA, c'est Jerry West. Les Lakers, au sens très large du terme, une bonne équipe à Memphis, les Clippers aussi ont profité du savoir-faire de Jerry West. Jerry West est décédé, on le sait tous. Et depuis, tu as une sensation qu'il y a une relation de cause à effet entre ce qu'ils ont réussi à bâtir dans les décisions, et les espoirs des dernières années. Et depuis son décès, le fait que l'équipe et les choix des décisionnaires partent complètement à volo. Donc voilà, c'est toujours difficile c'est pas palpable, tu vois, l'impact d'un mec aussi important que Jerry West. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que depuis son décès, l'équipe elle est en train de dégringoler une par une. Ce qu'on voit, le ressenti qu'on a, c'est qu'il y a Steve Ballmer qui est un propriétaire qui se montre. On retrouve un peu du Mark Cuban des années 2000. Il est au bord du terrain, il vit les choses, mais que derrière il y a une vraie cassure entre le GM, donc qui est dans sa tour d'ivoire, Lawrence Frank, Tyronn Lue qui est dans une usure incroyable et qui arrive, de par ses propres dires, qui n'arrive plus à trouver de solution, et l'équipe. L'info qu'on peut avoir, c'est que le groupe vit plutôt bien entre eux. C'est une bonne équipe de gars. Mais que finalement, il n'y a plus trop de confiance au coach, il y a encore moins de confiance dans le GM et que c'est très dur pour une équipe de jouer pour un coach qui te dit j'ai pas de solution, il y a un GM qui fait des choix où tu as l'impression qu'il t'enlève plus d'armes qu'il t'en donne. Tu vois, je suis un peu sceptique sur ce que tu dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait une cassure entre l'effectif et le coach, je ne pense pas, j'ai pas l'impression que les discours et ce qu'on voit ces derniers temps vont dans ce sens-là. Si je regarde un petit peu plus large, le trade de 2019 qu'on avait tous salué avec l'arrivée de Kawhi et l'arrivée de Paul George, on savait que c'était une politique de court terme. On veut jouer le titre sur les 2, 3, 4 prochaines années. On a passé ces années-là. Et aujourd'hui, en fait, c'était le risque qu'ils prenaient, les Clippers, à cette époque-là. On fait le all-in et après, on verra, on n'aura pas de tour de draft, l'équipe sera sûrement vieillissante et tout. Et en fait, on est juste en plein dedans. Ouais, alors oui, on aurait pu. Entre-temps, t'as raison, mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils re-signent Kawhi Leonard. Je suis d'accord avec toi. Ils re-signent James Harden, qui est arrivé entre-temps avec un trade. Donc en fait, cette politique-là, t'as raison, de court terme, on prend un risque, et c'est un risque qu'on pouvait comprendre. Et on peut comprendre. Qui était OK à l'époque. Mais derrière, échec, 3 ans d'échec, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on re-signe les mecs. Des mecs qui ont plus de 33 ans. Donc c'est là où en fait moi je comprends pas. Je te pose une question, Erwan. L'année dernière, juste au début des playoffs, avril 2025, quand on voyait la dynamique incroyable des Clippers, tout le monde les voyait potentiellement finalistes. Est-ce que après les 3 matchs qu'on fasse aux Kings au premier tour, on est chaud. Hein. Aux Nuggets, on est chaud. Juste avant, moi je parle juste avant. Ils avaient mis favoris à l'Ouest. Hein. Voilà, regarde, je savais pas que tu les avais mis favoris, mais tu vois, juste avant, ils étaient dans une forme olympique. Bien sûr. À l'époque, on se disait. En fait, ils ont eu raison de signer ces mecs-là et de les prolonger. T'as vu l'équipe, ils sont dans une bonne dynamique. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du game. Et aujourd'hui, les Clippers, c'est catastrophique, mais en fait, c'est un cycle et moi, ça me choque pas. L'année dernière, quand ils finissent en trombe leur saison régulière et que quelque part, on peut se dire, ils ont eu raison de faire ça. T'as raison, quand ça gagne, on donne toujours raison aux choix, à ces choix-là. Mais derrière, quand James Harden, à partir du match 5, au premier tour face aux Nuggets, il commence à faire du James Harden mauvaise version en playoff. Quand Kawhi finalement disparaît un petit peu, n'a plus ce leadership qu'il avait pu avoir au début de la série, est-ce que finalement ils ne perdent pas avec des choses qu'on connaissait, qu'on savait? Mais si, clairement. Mais je pense qu'ils le savaient. Et c'est frustrant, t'as raison. Mais en fait, c'est pas une surprise. L'année dernière, moi j'ai quand même été, quand je vois, j'ai toujours pas compris comment tu peux faire 3 matchs d'un haut niveau comme ça face aux Nuggets et disparaître complètement sur le reste de la série. Mais avec le recul, James Harden, on a déjà vu faire ça depuis qu'il est au Clippers. Kawhi Leonard, on sait qu'il va faire ça aussi en playoff. Donc en fait, c'était finalement pas si surprenant que ça de voir les Clippers se casser la gueule, alors qu'on les avait peut-être jamais mis aussi haut. Ouais. Très prévisible. Non, mais sur ton histoire de cycle, c'est intéressant mine de rien parce que c'est aussi pour les équipes qui ont des hauts espoirs de titre. Des grosses masses salariales, faut toujours revenir là-dessus aussi. Combien tu dépenses? Ok, t'es dans, je sais même pas combien sont, top 5 de la NBA, voire peut-être la plus grosse, on peut regarder. Tu te dois de t'offrir une équipe. Tu te dois d'avoir une équipe qui te permette de jouer les premiers rôles en saison régulière et de passer des tours de playoff. Là, on est quand même dans une conjoncture où ils sont minables, ils sont avant-derniers. Heureusement qu'ils ont gagné hier. Ils sont avant-derniers de l'Ouest. Donc c'est normal qu'on leur tombe dessus. C'est normal qu'on se pose la question de est-ce que Lawrence Frank doit pas sauter? Donner une nouvelle vision à la franchise. Est-ce que Tyronn Lue a fait son temps? Voilà. Et ensuite, tu parleras des joueurs. Parce que l'équipe est difficile à bouger. T'as John Collins qui est en fin de contrat, ça peut être une bonne monnaie d'échange. Bogdanovic peut-être. Voilà. Mais pour aller chercher quoi? Tu vas chercher quoi avec ces mecs-là? Non, c'est sûr. Donc, nous, on se pose la question. Moi, ça fait quelques mois déjà qu'on dit qu'avec Kawhi Leonard dans leader, ils ne seront jamais champions. Voilà, j'en suis revenu. C'est fini. Mais je peux aussi me poser la question sur Tyronn Lue, en fait. Ouais, non, mais tu vois, un nouveau discours. Je comprends. Et puis là, ce qui est déprimant, c'est le cas Kawhi. Même les autres années, le peu de matchs où il jouait,
bah en fait, quand il jouait, il était bon, l'équipe gagnait, il se reblessait, l'équipe perdait un petit peu, ils arrivaient à trouver un équilibre. Là, même quand il est là, il est bon, il a des bêtes de pourcentage, il est super à droite, tout ce que tu veux, il met des buzzers, mais l'équipe, elle perd. Et c'est ça qui est ça, pour moi, c'est vrai, qui est t'as triste. raison. Et Thomas Larocchi se le disait la dernière fois, plus personne croit en Kawhi. Moi, j'y Non. crois plus du tout. Malgré ses stats qu'on vient de voir, 25 points. Mais Il a manqué 50% des matchs. En fait, des fois, tu dis, regarde, il arrive plus, il tourne, les pourcentages, il tourne à peine à 20 points par match, c'est fini. Ce qui est terrible avec Kawhi, c'est qu'il a des stats, et on peut les revoir, il a des All-Star. stats et des pourcentages de All-Star. Ouais. Et son équipe, elle est avant-dernière, avant hier soir à l'Ouest. En fait, ça veut simplement dire que ce mec-là, il fera toujours des stats, mais qu'il est complètement décorrélé de son rôle de leader, de je vais vous emmener là-haut, suivez-moi. En fait, Il a jamais été ce gars-là. Il a été leader sur le terrain parce qu'il est trop fort, des deux côtés du terrain. Mais en fait, on le sait, que ce soit à San Antonio, à Toronto, Non, mais aux Clippers, il n'a jamais été un gars qui fédérait. Voilà, c'est non, mais tout. au-delà de ça, même par les stats, des fois, Oui, tu le mec est obliges les tellement gens à fort. suivre. Non, mais quand t'es Mais là, fort, ça veut dire quand que t'es là- fort, tu domines. Là, il est toujours fort. Il a toujours eu un impact de toujours ouf. fort, mais en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Bah, Donc après, pour moi, il vieillit, les gars, hein. c'est un Plus assez constat- fort. c'est un Il vieillit. constat- c'est un Voilà. constat qui Il est a moins d'impact défensivement. c'est hein. terrible. Maintenant, la suite des Clippers, parce que c'est ça aussi le bon bordel, c'est que qui aujourd'hui, on rappelle qu'ils n'ont pas leur choix de draft de 2026. Oui, c'est OKC, hein. C'est OKC. Et l'année prochaine, c'est des pick swap hein, Qui aussi. Hein, aujourd'hui, avec Philly. regardez, on fait un constat avec ce tableau-là, attention à la chute, qui aujourd'hui, chez les Clippers, peut incarner la suite? Tu veux que je te dise la réponse? C'est le mec qui est en photo là. C'est le propriétaire. C'est Steve Ballmer qui a du pognon, qui a une passion pour le jeu et qui à un moment donné va devoir se dire ok, tous mes copains là que j'ai rince depuis une petite dizaine d'années, vous êtes gentils, je vous ai donné carte blanche, peut-être même trop, on va tout arrêter. GM, coach, joueur surpayé, en fin de compte, tout le monde vous dégagez et on repart à zéro. Oui, mais c'est pas les trucs de cours de saison, encore une fois. Que je Non, dis pour non, la liste. non. Ouais, non, mais c'est Ah non, important. On attention, est, tu peux pas. on est en décembre. Hein. Oui, faut Donc, finir voilà. Parce que, on l'a bien vu avec les Knicks l'année dernière. Si tu coupes un coach qui est là depuis longtemps, qui fait du bon travail, je te conseille quand même pas d'avoir une idée pour derrière, d'avoir un gars que tu as déjà signé. Hein. Donc là, si Lawrence Frank, qui est là depuis 10 ans, tu le laisses partir, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies... Je connais un GM qui est sur le marché, Ah. Où qui était chez Nike avant. Qui a des idées, des convictions. Qui est un mec qui a des idées, mec de coups. Nicolas, Mec de coups, qui tente des choses. Nicolas, le hérisson. Non, mais ouais, mais c'est sûr, ils ont pas leur choix de draft. Du coup, le tanking, est-ce que leur pick est protégé l'année prochaine ou pas? Non, là, c'est un pick. Oui, ils ont. C'est avec Philly, hein, c'est dans le trade Ok. de James Harden en plus. Hein. Ouais, bah, c'est Et catastrophique. ils ont protégé un 3, je crois. Aujourd'hui, tu peux. Nicolas Batum, il a pas tellement de valeur pour que tu puisses échanger contre un joueur bien plus athlétique. Bogdanovic, pareil, il est un peu plus jeune. À peine, hein. Collins, qui a un. Ok, et encore une fois, 26 millions. Et Non, mais encore. non, mais là, on parle de trade, les gars. Donc, il faut. L'équipe qui va recevoir John Collins, ce sera pas pour le mettre dans le 5 et vas-y, il va nous changer le jeu. On va faire. Contrat on va- expirant. Ben oui, contrat expirant Ah oui. à 26 Ah oui. millions. Eh ben, ça vaut cher en NBA. Ah Ça oui. vaut cher. Donc, ils ont des assets pour monter un trade. Mais alors, pour monter un trade, pour faire progresser l'équipe, il va falloir être très ingénieux. Non, c'est sûr. Là, ce que je vois peut-être pour cette année, c'est de redresser leur bilan. Moi, j'ai pas de doute qu'ils vont pouvoir essayer de se rapprocher d'un bilan équilibré. Essayer de Tu les vois aller en play-in? Bah, c'est 10 places. C'est les 10 premiers. Ils peuvent. Une Oui. saison, c'est long. Ils peuvent Moi, choper je une vois place en des, play-in. je vois des Attends, équipes qui sont quand même bien plus en avance qu'eux. Hein. Oui, bien bon, sûr, en et surtout avance. qu'il y a des sacrés écarts. Hein. Il y a Ah bah des oui. sacrés écarts là. Je crois qu'ils sont à 4 victoires de Il va falloir faire une série l'équilibre. de l'espace. Ouais, il va falloir faire des bonnes séries, mais la série est longue. Il y a des cycles, etc. Moi, ce qui serait bien pour eux, s'ils veulent rajouter un peu de valeur sur leurs joueurs, c'est de faire en sorte de s'offrir une bonne fin de saison, choper un play-in, pourquoi pas des playoffs, et cet été capitaliser un petit peu sur les joueurs qui se seront montrés pour faire quelque On chose. Mais là, il rappelle, n'y a pas le choix. La ils sont à marche, elle est 6, petite. Ils sont à 6-16 et ils sont à 3 matchs du 10e qui est Portland. Ouais. Et Portland est une équipe qui joue bien mieux au basket Clairement. que les Ils sont pas Clippers. si loin, ils sont pas si loin pour le coup. Oui, bah, on est qu'en novembre. Hein. On est Ouais, on est c'est ça, que ils sont- début ils sont le décembre. temps, hein. Ils sont pas si loin. Ils ont le temps. Après, ça peut aussi, le temps peut aussi, tu vois, peut, c'est clair. Oui, oui. peut Non, creuser les non. écarts. Hein. Ils ont du temps s'ils se remettent à l'endroit. J'aimerais quand même qu'on ouvre une Et petite... attends, hier, ils ont été bons. Je sais, Oh, là, arrête, il n'y a pas Jalen Johnson, il n'y a pas Trae, il n'y a pas Porzingis. Ouais, enfin, t'as vu les derniers matchs qu'ils ont fait? Ils sont allés là-bas et les ont détruits. Voilà, je suis pas en train de te dire ils ont gagné ric-rac, ils les ont détruits, il y avait 20 points Très d'écart. J'ai vu une équipe qui sont dans un road trip. Revancharde. Ben oui, j'ai vu de l'orgueil. Attends, j'ai vu de l'orgueil sur un match. Je t'ai pas dit qu'ils vont être champions Très NBA. bien. C'est toi qui le dis chaque année, ça. Sur les C'est vrai, Clippers. oh, Voilà. c'est... Eh oui, non, mais Ça, c'est petit. non, comme tu me dis défense. arrête. Moi, je te parle de terrain à un moment donné. Le terrain hier a montré qu'ils avaient de l'orgueil Parlons sur de un terrain. match. Sur le terrain, il y a une satisfaction statistique, en tout cas, c'est James Harden.
Ah oui. Bon, James Harden, c'est pas lui non plus l'avenir de la franchise. On le voit, il a des stats monumentales. Il fait du James Harden, hein, c'est lui le système. C'est peut-être aussi ça le problème dans la relation avec Tyronn Lue, qui est un coach qui aime bien quand même mettre ses idées en place. On a l'impression que là, quand ton meneur de jeu c'est James Harden, tu peux dessiner ce que tu veux sur la plaquette. Le système, ça sera James Harden. Il est bon, mais est-ce que quelque part, pareil que pour Kawhi, on a l'impression qu'il diffuse pas, qu'il joue comme il a envie. On retrouve le James Harden, mais moins jeune, avec moins de jambes qu'à Houston, qui fait un petit peu ce qu'il veut, et quelque part, il fait des stats, mais avec un bilan de 6-16. Ah oui, de toute façon, c'est sûr qu'on a en l'état, on a le James Harden version Houston, mais en moins fort et avec une équipe où il y a moins de shooters et un peu plus vieille. Donc oui, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que j'espère que tout le monde va pouvoir se mettre au diapason, que peut-être l'éviction de Chris Paul va pouvoir donner un nouveau souffle et que cette équipe sera revancharde pour essayer de se rééquilibrer. Mais comme on l'a dit, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de motifs d'espoir en tout cas. On va prendre vos commentaires, on va en prendre que 2 parce qu'on a fait très long cette semaine. Donc, que faut-il changer aux Clippers? C'est ce qu'on vous a demandé. Et il y a Made in Basket, rien que ça, qui nous répond. Il faut tout changer pour les Clippers, repartir sur un nouveau projet. Il faut se séparer de Tyronn Lue, son message ne passe plus, et trader James Harden ainsi que Kawhi Leonard. Il n'est plus une option numéro 1 en NBA, trop souvent blessé. On tourne la page pour une nouvelle. Bon, c'est ce qu'on dit, c'est un petit peu faire table rase de tout ça. De toute façon, il y a... Et trader Harden, c'est dur, les gars. Hein. Oui. Romain Lopez nous dit « Franchement, difficile à dire. J'ai l'impression qu'il faut un peu tout changer. Le fusible est plus simple. Le plus simple, c'est le coach. Après, ils peuvent faire le dos rond, chercher des joueurs plus jeunes dans d'autres équipes qui ne jouent pas et essayer de les développer. C'est pas du tout la culture. Hein. Puis attendre la fin du contrat de Kawhi. S'il n'est pas déjà parti, sanction et essayer de faire venir un gros poisson. » Tout ça, c'est quand même... Ce qui est sûr, c'est que les Clippers restent une franchise très attractive. Donc ça reste télé. C'est LA, c'est un très bon propriétaire, il y a de l'oseille, il y a un semblant d'une fanbase intéressante. Je serais pas surpris s'ils arrivent à rebondir très très vite aussi. Par la signature d'un mec ou deux, par une meilleure vision sportive en haut de la direction. Donc c'est aussi ça, il y a des motifs d'espoir pour la suite, pour l'après James Harden ou l'après Kawhi Leonard. Mais j'ai l'impression que ça dure et ça dure et ça dure. Non mais tant que Kawhi Leonard est là... 2 ans de contrat pour Kawhi. C'est quoi l'histoire à l'échelle du monde, c'est quoi Oui, merci Thomas. et James Harden a une player option donc à 1 an et une player option. Donc les deux, s'ils veulent, ils sont là 2 ans encore. Ok, si il y a 3 ans, ils étaient derniers. La NBA aujourd'hui fait que si t'as un bon gars qui décide, tout peut aller très vite. Le problème, c'est que les bons gars qui décident, il y en a 5 en NBA. Donc, soit tu le crées, soit tu vas en chercher un à coup de chèque. Il y en a un. Masai Ujiri a toujours pas trouvé de club. Donc, moi, je suis les Clippers demain, je me dis, Masai, bonsoir, on peut s'asseoir, vas-y, on discute. Ah oui, tu n'y as pas pensé à ça, hein. Toi non plus? Non. Ah voilà. J'y ai pas pensé. Moi, je te dis qu'il faut changer de GM et qu'il faut changer de coach et qu'il faut virer les joueurs à plus gros contrat parce que je ne vois pas un mec en place, que ça soit dans les bureaux ou sur le terrain, qui puisse incarner la suite. Je te l'ai dit tout à l'heure, on a demandé qu'est-ce qu'on fait. Il y avait Steve Ballmer en photo. J'ai dit c'est lui qui doit penser, qui doit incarner la suite en changeant les visages de toute la franchise. Ça, on est tous là. Je pense qu'on est tous. On est d'accord. Je parlais de Masai. C'est très bien. C'est une très bonne idée. T'as un gars référencé, une resta. Et Masai Ujiri, souvenez-vous que Jay avait fait du très bon boulot avec Denver. Tout à fait. Et qu'à Toronto, il est champion avec une équipe qui est pas censée l'être. Tout à fait. Il avait réussi à faire le coup de Kawhi, justement. Pas sûr qu'il le refasse une deuxième fois. En tout cas, on espère. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette drôle de saison des Clippers et puis ce que vous pensez aussi du cas Chris Paul qui donc s'est fait écarter. C'est que ça le mot exact pour l'instant du côté des Clippers. Allez, on va aller sur une palette qui me tient à cœur puisqu'on va parler de Jay Huff. Ouais, incroyable, mais c'est en l'absence de Victor Wembanyama, c'est lui le meilleur contreur NBA. Pourquoi? Comment? C'est la palette de Toto. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Victor Wembanyama absent, Jay Huff en a profité pour devenir le meilleur contreur NBA. Alors officiellement, Victor reste toujours le meilleur contreur puisqu'il est à plus de 3 contres par match. Mais Jay Huff, donc, est numéro 1 sur ESPN quand tu le vois avec 2,3 contres. Et on a eu envie de s'intéresser à ce pivot atypique avec un sacré sens de contre. Tout à fait. Là, tu m'as régalé. On a relancé 3 fois pour ça. C'était exceptionnel. Ouais, Jay Huff, bien sûr. Allons, côté Indiana, on y va. On a 4 actions. Et il y a 4 contres. Donc autant y aller tout de suite pour vous montrer. On va commencer tout de suite et on va chauffer. On lui a pas mis des sorties d'écran à notre ami. Ah là là. On va suivre du coup Jay Huff qui surprend son monde. On savait que c'était un bon joueur. On découvre une muraille carrément pour ce début de saison avec les Pacers. On suit cette action, c'est contre Lonzo Ball et les Cavs en NBA Cup. Regardez le bon déplacement de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, athlète ultra athlétique.
Regardez la taille et l'envergure de JF. Rajoutez à ça le sens du timing parce qu'il faut aller la contrer. JF, en plus, il est monté sur ressort, il met un deuxième contre. Vous voyez sur cette première action à quel point il est surprenant sur sa vitesse de pied et sur sa taille et son envergure, Arthur. Ouais, clairement. Ce qui est intéressant, c'est l'intention que met Donovan Mitchell. Et on voit que JF n'a absolument pas peur qui se met en mode muraille. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais je pense que pour l'instant, puisqu'il n'est pas hyper connu et hyper référencé, les joueurs sont un petit peu naïfs et se disent qu'ils vont pouvoir monter facilement. Et là, c'est typiquement le genre d'action où Donovan Mitchell se fait avoir. Allez, on enchaîne sur une deuxième, tu réagiras après, Erwan, on avance. Non, mais gros, le mec a faim. Il est 20h30, frérot, viens, on enchaîne. Deuxième action contre Dallas dans un autre match. Des comptes qu'on voit à tout niveau quand il y a un mec qui fait plus d'1m90. On suit cette défense donc de JF qui est leur pivot et qui va donc devoir lire cet écran à l'opposé pour Max Christie. On va suivre ses petits déplacements à JF. Déjà, il a bien annoncé, je l'entends tout de suite, il a bien annoncé le pic, mais c'est bien posé. Un switch bien senti, le curl de Max Christie, D'Angelo Russell va faire la bonne passe dans le timing. Et regardez derrière JF. D'abord en contrôle, il est un peu déplacé. C'est Walker, je crois. Non, c'est comment il s'appelle encore notre gars. J'ai oublié son blast, je sais plus. Bref, Klay Thompson, Aaron Smith, merci. Klay Thompson est dans le corner. Il y a peut-être une passe à faire sur le shooter. Non, Max Christie va au bout et là Jeff en SWAT va le contrer sur la planche. Un vrai sens du timing. J'aime bien parce qu'il le laisse passer. Hein. Là, clairement, il n'y a aucun doute. C'est quand t'as une envergure... À la Batum. Quand t'as une envergure aussi immense que ça, et ça marche pour Nico qui est plus petit mais qui a des bras immenses aussi, ben t'as pas besoin d'être dans les jambes du mec, le contrôler comme font des petits défenseurs. Là, on voit bien que Nesmith fait pas d'aide franche parce qu'il y a Klay Thompson qui est grand ouvert à 3 points sinon. Et Jeff, j'aime bien comme il absorbe le contact et qui se laisse le temps d'aller le cueillir là-haut. C'est vrai que pour des grands pivots comme ça, et quand ta spécialité c'est le contre, eh ben les mecs tu vas pas les cueillir en bas, tu les cueilles en haut. Et donc je trouve l'intelligence aussi de Jeff là-dessus. Troisième action, on y retourne tout de suite. Jeff, évidemment, le sosie de Bastien de Trash Talk, hein, quand même, vous le savez tous, ils ont la même tête, les deux mecs, c'est quand même incroyable. Un contre exceptionnel, là, pour le coup, pour sa détente, son sens du timing. On le suit une nouvelle fois, toujours, là, comme ça, il est embarqué sur les pick and roll ou en défense sur des grands qui aiment bien être extérieurs. Là, c'est Karl Anthony Towns. On suit cette action des Knicks qui va se dérouler, des Hawks, pardon, ouais, c'est plutôt les Hawks, avec ce couloir trouvé, là, par le joueur d'Atlanta, et on va suivre l'aide, pour le coup, de la part de JF, toujours dans la lecture. Aaron parlait de son intelligence de jeu, là aussi on le retrouve. T'as toujours l'impression qu'il prend son temps et finalement il sent bien le coup. Là il est tellement haut, je rappelle que JF fait 2m16 hein. 2m16, grande envergure, du jump et un sens du timing, ça donne des actions de classe. Hein. Et ce qui est terrible, moi je me fais souvent contrer comme ça. C'est que là, t'as l'impression d'avoir passé ton gars, d'avoir mis le contact et tu te dis ah c'est bon je vais viser la planche et là t'as un grand sgeg qui arrive. Que tu vois même pas arriver, c'est vraiment une ombre. Ça fout l'aide. Un aigle. Pour moi, dans cette dernière action, il y a toutes les qualités de JF. Il y a de la lecture, parce qu'être un bon contreur, c'est de la lecture, c'est pas que juste être grand. Il vient bien en aide, c'est parce que c'est bien défendu aussi cette action. Ouais, ça c'est vrai. Et puis derrière, il y a les qualités athlétiques du mec. Il est haut et puis il arrive vraiment à aller chercher le maximum tout en haut chaque fois avec ses bras. Là, il met un compte de très très haut niveau. Quatrième action et quatrième kiff pour Jean-François Huff qui cette fois-ci, on est contre OKC dans ce match entre les Pacers et le Thunder et cette action de Lou Dort. Ça c'est une autre action, tu vois, ça vient sur le côté. Mais c'est le même résultat évidemment pour un mec qui est presque à 2,5 comptes par match. On le suit toujours dans ce rôle de goalkeeper. Il est un peu bas pour sentir l'action de l'adversaire. Et donc, on va suivre notre ami Lou Dort qui va se la jouer à chez Alexander, quoi. On va se dire clairement. Il a décidé de garder la balle sur le dribble. Un premier écran et JF est à l'opposé, toujours en alerte pour suivre ce qui se passe côté ballon. Accélération de Lou Dort. Regardez, il est en train de se positionner tranquillement. Bien sûr, le petit clin d'œil à notre ami de Brevert. Il sent bien le coup, et là, c'est le moment, on envoie l'armée, et il nous sort encore une fois un énorme compte sur la planche. Il est kiffant à avoir joué défensivement JF, en plus du bon attaquant qu'il est, hein, n'oublions pas. On découvre que William Wallace est assistant coach aux Pacers, donc c'est lui qui dit vas-y maintenant, enfin, attends, vas-y maintenant, mais encore une fois le timing il est bon, parce qu'on voit qu'il regarde la situation, et souvent il y a un truc moi qui me rend fou dans le basket, c'est donner des aides trop tôt. Si tu donnes une aide trop tôt, tu donnes des passes faciles sur les mecs, les grands en short corner, ou des tirs grand ouverts à 3 points. Et là je trouve que dans le timing, JF il est parfait, tu vois, donc il va, en plus c'est Lou Dort qui est pas non plus le roi des lectures de jeu, et là il va parfaitement pour le cueillir encore une fois là où il est seul souvent,
tout là-haut sur la planche. Bon, en tout cas, il est dispo pour jouer avec Malakoff ce week-end si t'en as besoin. Il peut fait signer. du bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il a pas beaucoup de temps. Tu peux jouer 3 matchs avec lui, max d'ici Noël. Voilà ce que je peux te On les proposer, prend Arthur. 3 victoires. Si tu perds avec GF dans la raquette, je comprends plus rien. Là, trop, hein. Là, je peux te dire sur Winamax, la cote de Malakoff, elle sera pas très élevée. Justement, vous le savez, Winamax, c'est notre partenaire depuis longtemps. Et si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Allez, on est là pour s'amuser sur Winamax. Par contre, là, on n'est plus là pour s'amuser. Ordi fermé, c'est l'heure du quiz. Allez, Erwan. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Vous avez encore un peu de jus pour moi, les gars, aujourd'hui? Ouais, on a du jus. Ouais, vous avez du jus, c'est vrai? Ah, On bien. a du jus, gros. Super, c'est ce que je veux On entendre. nous a dit il faut absolument remettre du jus dans le quiz. Ah bah, j'ai du jus là. C'est l'ouverture des fêtes de Bayonne ou quoi? Non, oui. c'est la fin du Il y, Beaujolais a nouveau. il y a une vachette qui va débouler là. Beaujolais nouveau, gros, tranquille. Ça va, Tutur? Ça va et toi? Ça va, t'es prêt pour le Kelfac qui suit? Je suis chaud. Arrête de la pétuture. T'as bossé l'articulation? Ah. Tu sais, j'ai remarqué, Bellinelli. j'ai remarqué non, c'est quoi? Syracuse, j'arrive jamais à le sortir. Syracuse. Je l'ai dans la tête, je le sors jamais. Bref. Je regarde. Orange Man, Orange Man. Il y en a Voilà. pas dans la liste. Voilà. Ok. Donc pas de problème aujourd'hui. Carmel Anthony. Kylian On Anthony. part tout de suite sur le petit Kelfac qui nous a préparé. Amen, évidemment. On part avec Greg Monroe. Georgia. Non, Connecticut. Non, mais non, Georgetown. Oui. Georgetown. Tellement Georgetown en plus, bravo. Eddie House. Miami. Non. Oh. J'ai pas. Je le sais. Si, Arizona State. Oui, bien. Bravo. 2. Nick Claxton. Texas. Non. Texas A&M. Non, c'est un pays et c'est un état. C'était la Géorgie. Georgie. Ah ouais. Shabazz Mohamed. UCLA. UCLA. 2-1. Colin Gillespie. J'ai pas. Ah si, Villanova. Non. Villanova, ouais, Oh putain, on en a parlé la semaine Bravo. dernière, mais Bravo. c'est terrible ça. Evan Turner. Ohio State. Ouais, State. Ah, attends, oh, c'est affreux. 3-2. Quand le mec il est avant toi, tu sais. Desmond Bain. TCU. Oh, le bâtard. 4-2. Quincy ici. Baylor. Un petit break. Quoi, 5-2 là? Ça fait 5-2. Kenny Thomas. Wow. Pas cadeau. New Mexico. Bon, non. Robert Williams. Texas. AM. Texas A&M. Oui, bien. 5-3. Mo Space. Florida. Ah, Florida. Bravo. Il y a plus 3, il en reste 4. Florida. Tutur, c'est le moment Ça d'accélérer. m'arrange. Jeff Teague. Georgia Tech. Wake Forest. Wake Forest. Forest. Plus que 2. Larry Nance Jr. Wichita State. Non, Iowa State. Iowa. Idaho. Non. Attends. Qui ça? Attends, Larry Nance Junior? Iowa Ça State. commence par un W. Wichita State, j'ai dit. Non. Personne là. Ah Wisconsin. non, je sais. Wyoming. Wyoming. Putain! Je Je suis obligé de ne pas te le compter. Bah non, c'est évidemment, pas. évidemment. Attends, il en reste combien là? 2. Et- Ça et commence c'est quoi par le un score? W, ça finit par Et ING. il y a plus 2. Ok. Allez, c'est maintenant Arthur. Steve Francis. Maryland. Allez. Oui. Et Jaime Raquez. UCLA. UCLA. C'était Bravo. un beau qui suit. Un beau Kelfac. Bravo les gars, bravo Erwan qui a annoncé Bravo. le Grand Chelem, ça se joue maintenant. Bravo. Mais je vous rappelle que Thomas est très dur à prendre, c'est pour ça qu'il a même pas joué au Kelfac. Bon, je peux pas rentrer dans la C'est le partie. boss de fin, Thomas. tu sais. Ouais, j'avoue, je peux pas rentrer dans la partie. On devrait te faire rentrer que maintenant. Je vous laisse décrire. Je vous laisse. Parfois, tu le sens pas, tu vas pas, tu C'est comme vois. dans les visiteurs, là, ils jettent un bouffeur. Allez, on est parti. Je suis né le 12 novembre 1992. J'ai donc 33 ans. Et je n'ai plus joué sur un parquet NBA depuis 2022. Mais, commençons par le commencement. Je passe par une grosse fac. Ah, je peux pas la donner. 2 saisons, de 2011 à 2013, où je vais taffer. Où je vais d'ailleurs recevoir le Wooden Award, le Naismith Award et d'autres titres individuels qui viennent récompenser ma grosse deuxième saison. Je tourne à 18,6 points et 6 passes. Je me présente donc à la draft 2013, où je serai appelé par Minnesota. Lors de ma saison rookie, je suis titulaire à la main. Johnny Flynn. Non, je tourne à 12,8 points et presque 6 passes. Je termine même 3e des votes
au rookie de l'année. Oh, c'est qui ça, attends? Ah, je sais qui On l'a pas c'est. direct? Mais peu à peu, je vais perdre ma place dans le 5. Mais si, La saison suivante. Tyson. Non. Oh putain. La saison En suivante. 2013, Erwan. Que tu te calmes. Quand même, là, un peu de respect pour les gens qui jouent. Peu à peu, je vais donc perdre ma place dans le 5. La saison suivante, en 2014-2015, je ne joue plus que la moitié des matchs en tant que starter, mais j'arrive quand même à faire un match à 11-3 points. Puis la saison encore d'après, 0 match dans le 5. En plus, cette saison-là, le mec qui m'avait pris ma place se blesse, mais il décide de mettre un Brésilien titulaire. Le coach veut faire de moi un 6e homme. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc important. Hein? J'ai été appelé par Minnesota, mais j'ai été transféré dans la foulée. Oh. Donc, enlevez-vous Minnesota Ah de ouais, la tête. terrible ce que tu viens de faire là. Donc 3 saisons dans une franchise que je n'ai pas donnée. À l'été 2016, je suis tradé à Washington, où je joue 12 minutes en moyenne, Mais oui, c'est derrière Wall et Jennings. Malgré un bon début de carrière, je tombe peu à peu dans l'oubli. Je dois donc me refaire en J-League, Trey avec Burke l'équipe... Trey Burke, ça part là-bas, Wow, bravo, Utah avec Jazz, l'équipe de New York. Michigan. Ah ouais. Utah Jazz, Et bravo. Oui, oui. Washington, mais gros. Je suis à 2 sur 2, les gars. Ouais, Bravo, tu tiens. bravo. J'étais Mais obligé de gros, vous avoir un peu au début parce J'étais que sinon... tellement loin, j'ai même pas de Drafté par Minnesota, je Ah l'ai ouais. pas. Moi, je Non, le mais vois il nous a que- trop eu, là. je vois qu'à Utah. En Bah fait, ouais. c'est ce que je dis, il est appelé par Minnesota, Il a jamais il joué. est tradé le soir même. Oui, d'accord, mais à Utah, mais tu dis pas À Utah. Non, Mais je le dis non. pas, ça Ah arrive ouais, après. putain, ça fait arrive au beaucoup, truc hein, d'après. Bravo. Là, c'est Washington sur Trey Burke, bravo. Ouais, Bravo. bravo, Bravo, voilà. Washington. Pas Et de là, vraiment. et là, il allait arriver à New York, donc ça allait être plus simple. Ouais, bravo, là, franchement, Bravo, tu nous as bien eu. Hein. Et puis c'est bien Je- Trey Burke, Très il a bien dit. Tu fais sais- des podcasts catastrophiques, Oui, les gars. honteux. De ouf. Regarde, tu Chaque verras. fois que tu dis catastrophique, ça me fait délirer. Fais des podcasts catastrophiques. Bon, Bon, vous êtes bien entraînés, il y a le grand quiz de Noël qui arrive en plus. Donc il est c'est bouillant. peut-être celui-là que je dois prendre en Il fait. est bouillant Ah ouais, celui-là. c'est peut-être- Il est bouillant. Ça me fait mal celui-là, C'est si pas- je perds. non, Après, j'ai un an pour m'en remettre. Il y a le quiz de l'été. Ah oui, c'est Il y a le vrai, quiz de c'est vrai, l'été. c'est 6 mois alors. 6 mois. Bon, merci mon tuteur, t'as Merci été à bon, vous, t'as les été gars. bon au quiz, t'as été bon dans l'émission, tu reviens quand tu veux. Mais quel est. Tu sens bon en plus, c'est incroyable, quel plaisir. Tu dois partir du bon temps, non? Ah bah Pendant l'émission. en plus, il me caresse le dos, l'arrière du dos et de la bravo. nuit. On est bon. Merci à Léo, à toutes ses équipes, merci à Chris Roche derrière la caméra qui nous regarde, merci à Thomas Laroukis. Viens dire bonjour. Il est venu assister à l'émission, Thomas Laroukis. Thomas. Voilà. Fais Vous êtes attention. au courant que tous les vendredis dans Clutch, d'ailleurs demain on retourne Thomas, on retrouve Thomas, Tom et Adio dans Clutch. En mode col roulé. Tous les vendredis, C'est pas un col roulé, ça. Non, c'est pas le coup. Thomas Pas cheminé, ça. Colcheux. Tous les vendredis, c'est Thomas Laroukis qui rend l'antenne sur Clutch. C'est vrai. Tu veux. Ça, Ah ben, faut Non, rends il l'antenne. il fait pas grand chose déjà de ces semaines. Mais il rend pas l'antenne sur Je sais pas First qui Team, en fait moins dans la semaine, mais vas-y. Non, Rends l'antenne, j'aime bien. Non, On te retrouve Si, quand si, si, si. Moi, c'est le vendredi, gros. Ah, ok, c'est bien. En Ça- l'antenne, tu mets des balles gratuites là. Hein non, Ils sont tout rouges tous les deux, là, On regarde. la semaine, t'es mauvais en fantasy league. Parlez dans le micro, la bande de naze. Il est venu pour me détruire. Est-ce qu'on Allez. peut avoir une pensée pour Stephen Brun? Ah, pourquoi Non, parce que Thomas Laroukis m'a dit tout à l'heure, vous avez vu le classement dans notre groupe de fantasy, Stephen il est en train de chuter après avoir insulté tout le monde dans le groupe quand même à la Oh, base. c'est hein. pas de lui pourtant, tu vois. Ou pensons à Stephen donc. Allez, on embrasse tout le monde, tous les participants de la Fantasy League. Et si vous êtes avec nous, d'ailleurs, comment elle s'appelle la ligue? First Team. First Team, voilà. C'est comme le port Comment on salut. l'a trouvé C'est comme le port salut. Allez, on se retrouve lundi pour le Big Monday avec un match, on vous l'a dit, à 22h avec T-Mac qui met 9 points en 13 secondes. C'est un truc comme ça? 13 points en 9. 13 points en 9 points en 35 secondes. 13 points en 35 secondes. Il est C'est bon. ça. T'as dit 9 points en 13 secondes. Mais c'est Reggie Miller qui fait ça. Mais c'est pas, Mais c'est pas le bon match. Lituanien aussi. Rendez-vous lundi, ce sera un super match. Mais avant, il y aura la libre antenne. Merci à tout le monde. Ciao, ciao.